Diable Jump. Bon, alors le chapitre 920 de One Piece a apporté son nouveau lot de mystères. C'est désormais prouvé, One Piece, avec le temps, apporte plus de questions que de réponses. C'est chiant, certes, mais ça permet de garder chaque semaine une petite hype et tout comme ça, et c'est vraiment pas désagréable non plus. Là, les mystères actuels sont les suivants. Qui est réellement Toki, la femme d'Oden au fruit du démon ultra pété du temps? Qui est sa fille, Iori? Sont-elles mortes ou pas? Un autre personnage était intriguant aussi, Ashura Doji. Ashura nous fait bien évidemment penser à cette technique de Zoro vue une seule fois il y a 2 ans durant l'arc d'Enies Lobby et qui reste aujourd'hui la plus surnaturelle de toutes celles qu'on a pu voir. Sans oublier Oden et l'étrange aura qui l'entoure qui me fait personnellement penser Oji. Bref, j'ai abordé pas mal de ces sujets dans ma review du chapitre 920 mais malheureusement je pouvais pas aborder non plus tous les sujets et tous les détailler, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo on va dire à part. J'espère donc que ça vous plaira. On va commencer à parler de la plus importante, Toki, c'est elle qui va ouvrir le bal des sujets de cette vidéo. Partie 1, le mystère de Toki et Iori. Alors ça a été la grosse révélation du chapitre, la supposée femme d'Oden, Toki, aurait possédé le pouvoir du Toki Toki no Mi permettant à l'utilisateur de ce fruit du démon de voyager dans le futur mais pas dans le passé. Déjà ça limite un peu les pouvoirs de ce fruit du démon et surtout ça limite au maximum les voyages temporels donc c'est très bien. Oda a eu parfaitement raison pour le coup et il sait très bien que de toute façon ça aurait eu de lourdes conséquences sur l'histoire si un fruit du démon pareil aurait pu exister, que ce soit pour son histoire de siècle oublié ou quoi que ce soit, ça aurait été beaucoup trop lourd et en fait finalement l'histoire des Rio Poneglyphes et tout ça aurait servi à rien. Déjà que de base le voyage dans le futur est vraiment risqué, si en plus il y a vraiment un moyen de voyager à sa guise dans le passé et dans le futur, ça aurait été vraiment bordélique. Bref, ça explique comment et pourquoi l'équipe de Kinemon du coup vient du passé, tout ça serait grâce au pouvoir de Toki. Comme je vous l'avais dit, j'étais sûr qu'il n'était pas mort ou que les tombes étaient fraîchement construites. Cependant, je dois avouer que je pensais à tout, sauf que ce saut temporel soit à l'origine d'un fruit du démon. Et justement, si Toki est réellement morte et qu'elle possédait le fruit du temps, du coup ce fruit du démon est censé se réincarner dans un autre fruit. C'est la logique qu'on a vue sur Punk Hazard, c'est la logique des fruits du démon finalement. Du coup ça sous-entendrait que quelque part sur Wano, quelqu'un posséderait ce fruit après l'avoir mangé, ou alors que simplement ce fruit est là à attendre son nouveau utilisateur, son nouveau possesseur. Sauf que ça me paraît honnêtement très compromis, ça sous-entendrait qu'un autre personnage aurait ce pouvoir en sa possession, et les histoires temporelles n'en finiraient jamais en cherchant à aller toujours plus loin dans le futur. Personnellement je pense que Toki n'est pas morte et du coup son pseudo-sacrifice d'il y a 20 ans n'était en fait simplement qu'une mise en scène. Alors à quelle fin vous allez me dire, et là je vais vous répondre qu'elle devait sans doute préparer quelque chose. Contre le monde, contre Orochi, les deux se valent. Je pense aussi que le Toki Toki no Mi est le seul fruit du démon au monde, s'il existe réellement, parce que j'ai encore un peu des doutes là-dessus, étonnamment, vous comprendrez pourquoi, est le seul fruit du démon au monde à avoir une limite d'utilisation. Et là, avec les utilisations qu'elle en a fait, elle ne pouvait plus l'utiliser. Ce qui expliquerait pourquoi elle dit « je suis arrivé à la fin de mon voyage » après avoir dit qu'elle avait traversé un passé lointain. Bon et à vrai dire, j'ai mis quelques réserves sur le fait qu'il s'agisse vraiment d'un fruit du démon. Pour moi, il se cache autre chose derrière tout ça, mais je n'ai pas les éléments pour les affirmer, donc ça reste au stade d'idée. La chose qui m'intrigue le plus finalement là-dedans, c'est sa fille, Iori. Jamais, au grand jamais, Momonosuke a déjà cité sa sœur, sa petite sœur, alors que pourtant on a déjà entendu parler de son père et de sa mère. Et jamais sa sœur n'a été citée nulle part. De plus, lorsqu'elle envoie le groupe de Kinemon et les autres dans le futur, donc 20 ans plus tard, elle dit bien « je vous laisse Momonosuke », sous-entendant « je vous laisse Momonosuke, prenez-le, moi je garde Iori ». Pourquoi sa fille n'y est pas? C'est la question que j'ai pas arrêté de me poser durant tout ce chapitre. C'est étonnant car les tombes du château d'Oden montrent pourtant très bien les 4 stèles royales. On y voit celle de Momo, celle d'Oden et on suppose que les 2 autres derrière sont donc Toki et Iori. Donc elles se sont fait passer pour mortes, en théorie. Mais encore une fois, ça cache quelque chose et comme je l'ai dit dans ma review, je suppose que Iori et Toki viennent de la même époque. Toki l'aurait emmenée avec elle dans ses voyages temporels et ne serait donc pas réellement la fille d'Oden. Je ne pense pas que ces 2 personnages soient mauvais, mais les intentions de Toki sont étranges et on la reverra sans doute, ainsi que sa fille car comme je l'avais théorisé dans ma review, je pense qu'elle vient de la période du siècle oublié avec Iori. Beaucoup lient justement Toki à Im, de par sa présentation et les mystères qui l'entourent, et bien que je peux évidemment me tromper, je pense que c'est une erreur. Oda a fait en sorte de nous présenter Toki d'une façon à ce qu'on pense à Im, il sait pertinemment que ce personnage nous a passionnés durant la rêverie, et que tout ce qu'on attend est de la revoir et d'en savoir plus. Le fait qu'il place Toki maintenant, avec la même silhouette et la même brume mystérieuse l'entourant, ça me paraît trop gros. Comme un magicien, Oda nous dit de regarder dans une direction précise pour mieux nous berner dans la direction opposée. Si on pense instinctivement à Im quand on voit Toki ou Iori, c'est que ce n'est sans doute pas le cas. Alors je vous le redis, je ne prétends pas que j'ai la vérité vraie, je théorise juste absolument là. Ça se trouve, elles ont vraiment un lien avec Im, et je pense que de toute façon, même si Im vient du siècle oublié comme je l'ai dit, et que finalement Toki vient elle aussi du siècle oublié, forcément les deux doivent avoir un lien, mais je ne pense pas que l'une soit l'autre.
voyez ce que je veux dire? Là, ça me fait un petit peu tiquer. Simplement car Im a une mauvaise aura l'entourant. On sait que ses intentions sont négatives et c'est prouvé quand les doyens lui demandent qui ils doivent éliminer. Toki c'est différent, malgré le mystère, elle ne doit pas être foncièrement mauvaise. Et ce qui m'a fait penser ça, c'est son fameux Oden-sama dans sa phrase « J'ai enfin atteint la destination finale de mon voyage, je vais donc rester ici ». De plus, elle est à l'origine de la prophétie annonçant la chute d'Orochi après la promesse de Kinemon qu'ils rouvriront les frontières de Wano. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement de négatif. Au contraire, je pense qu'elle a traversé les siècles et les époques pour trouver quelqu'un justement. D'où sa phrase « J'ai atteint ma destination finale ». Et ce quelqu'un, c'est justement Oden. Donc voilà, Toki aurait eu un but et ça aurait un lien avec Oden et Wano Kuni. Tout ça a un lien avec une certaine volonté et ça fait une parfaite transition parce que je vous en parle tout de suite. Partie 2. Les Kozuki sont des dits. Bon, on va pas se le cacher, c'est un peu mon sujet de conversation principal depuis quelques chapitres. Les Kozuki sont des dits. Cette idée, je la tiens depuis un peu plus d'1 an et demi, suite à ma théorie sur le peuple de l'ancien royaume. Aujourd'hui, de nombreuses nouvelles choses me font penser ça, j'en ai déjà parlé dans la review du chapitre 916, où les Kozuki et leur lignée étaient considérés comme des démons. Depuis le début, une grande partie de ce qui est appelé démon est quasiment automatiquement lié aux dits, notamment après les histoires de Corazon et d'Oflamingo. Et désormais, avec le chapitre 920 et les révélations qu'on a eues sur Oden, eh ben ça m'a justement vraiment conforté dans mon idée, ça m'a confirmé plein de choses. Par exemple, on y apprend que Oden était profondément bon, qualifié comme étant une personne inouïe, un esprit libre qui n'hésitait pas à recourir à la force. Les habitants l'adoraient. Il a sauvé Kuri des bandits grâce à sa grande force et a été promu daimyo au jeune âge de 20 ans. Il a créé une plantation Utopie, il a construit des canaux et des quais en rapprochant les gens et les villages et avait pour habitude de dire on est trop à l'étroit ici. Encore plus loin, on apprend qu'il a parfaitement accepté les étrangetés qu'étaient Inuarashi et Nekomamushi pour les habitants de Wano. Il les a pris sous son aile en déclarant qu'avoir peur de quelqu'un qui ne nous ressemble pas est honteux. C'était le héros et le sauveur des 2 ducs de Zou, même Barbe Blanche et Roger l'adoraient et l'estimaient au plus haut point. Tous ces passages que j'ai repris du scan 920 décrivent d'après moi parfaitement ce qu'un dit doit représenter, comme on pourrait le voir avec Luffy et Ace, dans leur agissement ou dans leur gentillesse. La plupart des dits ont cette volonté de réunir les gens, c'est la volonté de Luffy d'ailleurs, et c'est ce qu'il fait à chaque arc que Oda fait depuis plus de 20 ans, peu importe l'ethnie de ses personnages. Cet esprit libre qu'il décrit si bien, et cette façon d'agir tel un électron libre, c'est la description d'un dit, c'est la description de Roger même. Et ça expliquerait aussi parfaitement le pouvoir que le clan Kozuki semblait détenir d'après les Minx lorsque les 2 ducs se sont réconciliés. Le pouvoir des Kozuki est de rassembler les gens entre eux, tout comme Luffy, qui est de rallier les gens à sa cause. Ce pouvoir et cette nature est celle des véritables dits, tout comme Joy Boy aurait pu l'être en voulant rassembler et remonter les hommes poissons à la surface. Ça fait aussi un lien avec le fait que pour moi, les dits ont cette capacité d'entendre la voix de toute chose. On a pu remarquer ça durant l'arc de Zou, où Momonosuke et Law entendent une certaine chose en montant sur l'arbre de la baleine, et qu'encore plus tard, c'est Momonosuke, encore une fois, ainsi que Luffy qui entendent la voix de Zunesha. Ça fait aussi écho au fait que Roger ait pu entendre les rois des mers en se rendant sur l'île des hommes poissons, et qu'il a justement pu entendre la voix de Zou, lui aussi, tout comme Oden. Donc tout ça expliquerait pour moi le lien que peuvent avoir Lady et le clan Kozuki. Oden serait en quelque sorte l'élu de quelque chose, et ça expliquerait le voyage temporel de Toki qui serait aussi de cette origine. Cependant, entre le lien de Oden et de Momonosuke, quelque chose m'interpelle. Je trouvais déjà bizarre que le nom d'Oden ait un lien avec un plat japonais mais pas celui de Momonosuke, mais quand j'ai découvert que le père d'Oden à l'époque se nommait Sukiyaki, qui est là aussi un plat japonais, ça m'a fait vriller. Simplement car Oda ne fait pas ça par hasard, il nomme le père et le grand-père de Momonosuke en rapport avec des plats japonais, sauf lui. Ouais, admettons, mais c'est à ce moment-là que j'ai pensé justement à quelque chose d'autre, le mythe de Momotaro. Alors dans la légende, Momotaro serait né d'une pêche qui descendait d'une rivière. C'est une vieille dame qui lavait son linge qui l'a trouvé. Ce petit garçon avait une force phénoménale et a vaincu un démon accompagné d'un chien, d'un singe et d'un faisan. Le trio infernal. C'est une version ultra courte et ultra résumée du truc, hein. Mais Momonosuke étant lié à la pêche, c'est un mythe très intéressant à étudier et d'ailleurs je vais le faire bientôt dans une prochaine vidéo. Bref, là où je voulais en venir, c'est que si Oda voulait pousser le mythe et la référence jusqu'au bout, ben Momonosuke serait en réalité orphelin, il aurait été trouvé et Oden l'aurait adopté. C'est peut-être con et ça va pas avec ma théorie sur le fait que Momonosuke soit un dit et puisse entendre la voix de toute chose comme son père, mais je pense sincèrement qu'il y a un problème au niveau des parents de Momonosuke. Notamment Toki qui, d'après moi, encore une fois, ne serait pas la mère de Momonosuke et Iori ne serait pas la fille d'Oden. Du coup, je pense pas avoir assez d'éléments pour théoriser là-dessus. Je dirais que j'ai juste un mauvais pressentiment sur tout ça et je préférais en parler au cas où ça venait à se réaliser. Et comme ça, bah voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Mais je pense vraiment qu'il y a un petit problème au niveau des parents de Momonosuke ainsi que sa véritable origine à lui. Déjà, on nous a menti dès le début sur le fait que Kinemon soit son père. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas encore continuer? Oda en est capable finalement. C'est ça le pire. Bon, passons à la troisième et dernière partie. Partie 3, les démons de Wano Kuni.
Bon, alors on se doutait qu'avec l'arc de Wano Kuni, certains mystères autour des sabres avaient de grandes chances d'être résolus. Quand on pense à ça, on pense aussi en grande partie au Kitetsu et à l'éventuelle malédiction que l'une de ces 3 lames aurait pu avoir sur Zoro, ce qui aurait donné lieu à la fameuse manifestation d'Ashura sur Enies Lobby. Et du coup, finalement, ça bouge pas mal sur Wano comme on l'avait pressenti, et on a déjà eu beaucoup d'infos, notamment la présence d'un Kitetsu que Luffy a littéralement volé. Il faut dire ce qui est, il faut rappeler un chat un chat. Mais aussi grâce à un personnage répondant au nom d'Ashura Doji. Ce personnage était réputé être le plus puissant criminel de Kuri, et donc éventuellement de Wano, jusqu'à ce que Oden arrive et lui déglingue sa tronche. Ce Ashura Doji m'a donc intéressé pour son prénom, mais aussi et surtout pour l'éventuel lien qu'il peut avoir avec Shutenmaru, le voleur d'Atama et Yama qui sont un peu le symbole de la révolution des samouraïs. Plusieurs dizaines d'années séparent ces deux personnages, donc Ashura et Shuten, pourtant ils ont un possible lien dans la mythologie japonaise. En réalité, quand j'ai tapé Ashura Doji sur Google, quand j'ai lu les spoils du chapitre 920, un nom est ressorti instantanément, celui de Ibaraki Doji, un démon. Et quand j'ai recherché Shutenmaru, eh bien c'est Shuten Doji qui est ressorti. Mais qui sont ces deux personnages? Eh bien, Shuten Doji est un Oni mythique, considéré comme le démon le plus puissant du Japon, résidant dans une montagne. D'après la légende, un samouraï l'a décapité, mais même malgré ça, la tête du démon volait toujours. Ce qui est marrant quand on sait que les voleurs d'Atamayama veut dire la tête de la montagne, comme pour désigner la tête flottante du démon de la montagne. Ce Shuten Doji aurait eu un démon serviteur nommé Ibaraki Doji, qui d'après ma théorie, serait donc la référence qu'Oda a utilisée pour Ashura Doji. Ibaraki Doji n'avait pas le rôle le plus important, c'est surtout pour faire le lien entre Ashura Doji, Shutenmaru et donc les deux démons que je viens de vous citer. Ce qui est intéressant maintenant, c'est la mort de Shuten Doji. Il faut savoir que c'est une épée bien spéciale qu'il a tuée et elle se nomme Dojigiri. Cette épée est l'une des Tenka Goden, littéralement les 5 meilleures lames sous le ciel, qui sont pour la plupart des armes qualifiées de trésor national au Japon. Bon, alors ok, mais où je veux en venir? Eh bien d'après moi, ce Shutenmaru et ce Ashura Doji auraient un lien familial, notamment que Ashura Doji soit le père de Shutenmaru. Ce fameux voleur Shutenmaru aurait un lien avec une épée renommée, tout comme le Shuten Doji qui s'est fait trancher par l'une des 5 plus grandes lames. Cette épée que le voleur Shutenmaru posséderait ferait écho au nom Ashura que son possible père portait à l'époque. Les Ashura étant considérés comme la réincarnation d'esprits démoniaques, tout comme le Shuten Doji dont Oda se serait inspiré, on découvrirait que finalement Shutenmaru posséderait lui aussi une malédiction en lui. Tout comme Zoro, il aurait une sorte de démon Ashura en lui et serait même l'un des plus forts samouraïs de Wano en possédant une lame mythique qui elle-même pourrait être ensorcelée ou maudite. Et voilà les bros, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vous parle pas de Kaido dans cette vidéo car je vous réserve une vidéo très particulière pour lui. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé sur lui est vraiment lourd et je pense que vous allez kiffer. Normalement, je pense vous la proposer en milieu de semaine si j'arrive à avoir le temps. Mais vous inquiétez pas, en tout cas la semaine prochaine vous l'aurez. Je vous souhaite un bon week-end les bros, profitez bien et soyez prudents. Peace.